La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, une histoire révèle que même les prédateurs les plus redoutables doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit extraordinaire où 30 singes ont osé défier l'un des chasseurs les plus dangereux de la savane africaine. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le courage collectif et les leçons que la nature nous enseigne sur la force du nombre face à la puissance individuelle. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. L'aube se levait lentement sur la réserve de Mkaya, au cœur du Swaziland, transformant le ciel en une toile de couleurs flamboyantes. Les premiers rayons dorés du soleil perçaient à travers la canopée dense des acacias centenaires, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol rocailleux. L'air frais du matin portait encore l'humidité de la nuit, mêlée au parfum terreux de la savane qui s'éveillait. Les chants mélodieux des oiseaux tissaient une symphonie naturelle, tandis que les insectes bourdonnaient doucement dans l'herbe haute encore couverte de rosée. C'était un de ces matins où la nature semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait qu'un événement extraordinaire était sur le point de se dérouler. Au sommet d'un baobab massif dont les branches tordues s'étendaient comme des bras géants vers le ciel, Zubri, un léopard mâle dans la force de l'âge, se prélassait sur une branche épaisse. Son pelage tacheté, d'un or profond parsemé de rosettes noires parfaitement dessinées, brillait sous la lumière naissante. Ses muscles puissants ondulaient sous sa peau à chaque respiration lente et contrôlée. Zubri n'était pas un léopard ordinaire. À 7 ans, il était au sommet de sa puissance physique, pesant près de 90 kg de muscles purs et d'instinct de chasseur affûté. Ses yeux ambrés, perçants comme des lames, scrutaient le territoire qu'il dominait depuis 3 années. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie. Chaque griffe acérée témoignait de batailles remportées contre des rivaux et des proies. Ce matin-là, Zubri avait une raison particulière d'être satisfait. La nuit précédente, après des heures de traque silencieuse et patiente, il avait réussi à capturer une antilope femelle, un impala magnifique qui pesait environ 50 kg. La chasse avait été parfaite, presque artistique dans son exécution. Zubri avait rampé pendant plus d'1 heure à travers les hautes herbes, son corps aplati contre le sol, chaque mouvement calculé avec une précision mathématique. Il avait attendu le moment exact où l'impala, trop absorbé par son repas d'herbes tendres, avait baissé sa garde. L'attaque avait été fulgurante, une explosion de vitesse et de puissance qui avait duré moins de 3 secondes. Ses mâchoires puissantes s'étaient refermées sur la gorge de sa proie avec une force écrasante, coupant instantanément toute résistance. Mais capturer la proie n'était que la première étape. Zubri savait que dans la savane, le danger ne venait pas seulement d'autres prédateurs, mais aussi des charognards opportunistes. Les hyènes, avec leur odorat exceptionnel, pouvaient détecter le sang à des kilomètres de distance. Les lions, bien que généralement trop paresseux pour chasser eux-mêmes la nuit, n'hésitaient jamais à voler les prises d'autres prédateurs. Même les chacals et les vautours représentaient une menace constante. C'est pourquoi Zubri avait fait ce que tous les léopards font instinctivement. Il avait hissé sa proie dans l'arbre, utilisant sa force exceptionnelle pour traîner les 50 kg d'antilopes mortes sur plus de 6 mètres de hauteur, branche après branche, jusqu'à ce refuge sûr où peu d'animaux pouvaient l'atteindre. L'effort avait été titanesque. Chaque muscle de son corps avait tremblé sous la tension, ses griffes s'enfonçant profondément dans l'écorce rugueuse du baobab pour maintenir sa prise. Son souffle était devenu haletant, des gouttes de sueur perlant sur son museau. Mais Zubri avait persévéré, poussé par l'instinct de survie et la détermination de protéger son repas. Une fois l'antilope solidement coincée dans une fourche entre 2 branches épaisses, il avait commencé à se nourrir, arrachant de larges morceaux de viande tendre, savourant chaque bouchée après l'effort de la chasse et du transport. Son estomac s'était progressivement rempli, et la satisfaction d'un repas bien mérité s'était installée dans tout son corps. Maintenant, repu et satisfait, Zubri digérait tranquillement, ses paupières mi-closes dans un état de somnolence bienfaisante. Sa queue pendait nonchalamment de la branche, se balançant légèrement au rythme de sa respiration. Il avait mangé environ 1/3 de l'antilope, laissant le reste pour plus tard. Dans son esprit de prédateur solitaire, tout était sous contrôle. Il avait fait ce que génération après génération de léopards avaient fait avant lui, chasser, tuer, hisser, manger, dormir. C'était la routine immuable de sa vie, un cycle qu'il maîtrisait parfaitement. Rien ne pouvait troubler cette paix, pensait-il. Rien ne pouvait menacer sa domination sur ce territoire qu'il connaissait comme le dos de sa patte. Mais la nature est imprévisible, et même les prédateurs les plus confiants peuvent être surpris. À environ 200 mètres du baobab de Zubri, dans un bosquet dense de figuiers sauvages et d'arbustes épineux, une troupe de singes vervait s'éveiller également. Ces primates, connus scientifiquement sous le nom de Chlorosobus pygritrus, formaient une communauté complexe et organisée.
La troupe comptait exactement 32 membres, incluant des mâles adultes, des femelles, des adolescents et quelques jeunes encore dépendants de leur mère. Leur pelage gris-vert se fondait parfaitement dans le feuillage, une adaptation naturelle qui les protégeait des prédateurs aériens comme les aigles et les prédateurs terrestres comme les pythons et, ironiquement, les léopards. Le chef de cette troupe était Quam, un mâle imposant de 12 ans qui pesait près de 7 kg, une taille impressionnante pour un vervet. Quam n'était pas seulement physiquement imposant, il possédait aussi une intelligence remarquable et une capacité de leadership qui avait consolidé son autorité au fil des années. Ses yeux noirs perçants reflétaient une sagesse acquise à travers d'innombrables confrontations avec les dangers de la savane. Des cicatrices marquaient son visage et ses épaules, témoins de batailles contre des rivaux pour le contrôle de la troupe et de rencontres dangereuses avec des prédateurs. Mais ce qui distinguait vraiment Quam, c'était sa capacité à évaluer les situations et à prendre des décisions audacieuses, parfois contre-intuitives, qui avaient sauvé la vie de nombreux membres de sa troupe. À côté de Quam se trouvait Amara, une femelle mature et respectée qui servait de seconde en commandement. Amara était la mémoire vivante de la troupe, celle qui se souvenait des saisons de sécheresse passées, des endroits où trouver de l'eau quand les points d'eau habituels s'asséchaient, des arbres qui produisaient les meilleurs fruits à différentes périodes de l'année. Son regard vif ne manquait rien, et son instinct maternel s'étendait à tous les jeunes de la troupe, pas seulement à ses propres petits. Elle était la voix de la prudence, toujours prête à émettre les cris d'alarme caractéristiques qui mettaient toute la troupe en état d'alerte. Ce matin-là, alors que les singes commençaient leur routine quotidienne de toilettage mutuel et de recherche de nourriture, l'un des jeunes mâles, Juma, un adolescent curieux et impétueux de 4 ans, grimpa plus haut que les autres dans un grand acacia. Juma était connu pour sa curiosité insatiable et son penchant pour prendre des risques, des traits qui inquiétaient souvent Amara mais qui amusaient secrètement Quam, qui voyait en lui un futur leader potentiel. Du haut de son perchoir, Juma scanna l'horizon avec ses yeux perçants, cherchant des sources de nourriture ou des dangers potentiels. C'est alors qu'il le vit, le baobab à environ 200 mètres de distance, et suspendu dans ses branches, la forme distinctive d'une carcasse d'antilope. Le cœur de Juma s'accéléra. La nourriture était toujours une préoccupation constante pour la troupe. Bien que les vervets fussent principalement herbivores, se nourrissant de feuilles, de fruits, de fleurs et de graines, ils étaient aussi opportunistes et ne refusaient jamais une source de protéines. Les œufs d'oiseaux, les insectes, et parfois même de petits lézards faisaient partie de leur régime alimentaire. Mais de la viande fraîche, c'était une opportunité rare, un festin qui pouvait nourrir toute la troupe et leur fournir l'énergie nécessaire pour plusieurs jours. Juma savait aussi ce que signifiait une carcasse dans un arbre, un léopard. Mais l'attrait de la nourriture était trop fort pour être ignoré. Juma descendit rapidement et se précipita vers Quam, émettant une série de vocalisations excitées. Les vervets possédaient un système de communication sophistiqué, avec des cris spécifiques pour différents types de dangers. Un cri pour les prédateurs aériens, un autre pour les serpents, un troisième pour les prédateurs terrestres. Mais ils avaient aussi des vocalisations pour communiquer des découvertes de nourriture, des intentions de déplacement, des demandes de soutien social. Juma utilisait maintenant un mélange de ces vocalisations, indiquant à la fois de la nourriture et du danger. Quam écouta attentivement, ses yeux se plissant de concentration. Il regarda dans la direction que Juma indiquait, et même à cette distance, son regard expérimenté repéra immédiatement le baobab et la carcasse. Il savait exactement ce que cela signifiait. Un léopard. Le prédateur le plus dangereux pour les singes vervets, capable de grimper aux arbres avec une agilité presque égale à la leur, possédant la force de tuer d'un seul coup de mâchoire, et doté d'une patience de chasseur qui en faisait une menace constante. Quam lui-même avait perdu 2 membres de sa troupe au fil des années, emportés par des léopards lors d'attaques soudaines et brutales. Mais Quam était aussi un pragmatique. Il savait que le léopard, après avoir mangé et hissé sa proie, serait probablement endormi ou dans un état de digestion léthargique. C'était une fenêtre d'opportunité, aussi dangereuse soit-elle. Il tourna son regard vers Amara, cherchant son conseil silencieux. Amara fronça les sourcils, son expression reflétant une profonde inquiétude. Elle émit un petit grognement d'avertissement, rappelant à Quam les dangers. Mais elle vit aussi la détermination dans ses yeux et comprit qu'il avait déjà pris sa décision. Quam rassembla la troupe avec une série de vocalisations autoritaires. Les singes se regroupèrent rapidement autour de lui, formant un cercle serré. Les mères tenaient leurs petits contre leur poitrine, les mâles subordonnés se placèrent en position d'attention, et même les adolescents turbulents comme Juma devinrent silencieux et concentrés. Quam communiqua son plan à travers une combinaison de gestes, de vocalisations et de regards significatifs. Certains des singes émirent des sons d'inquiétude, mais la majorité, affamée et stimulée par l'audace de leur chef, montra son soutien. La décision était prise. 30 singes vervets allaient tenter l'impensable, voler la proie d'un léopard en plein territoire du prédateur. C'était une entreprise d'une audace folle,
qui allait à l'encontre de tous les instincts de survie que l'évolution avait gravés dans leur ADN depuis des millions d'années. Mais c'était aussi une démonstration de quelque chose de plus profond, l'intelligence collective, le courage né de la solidarité et la capacité des êtres supposément faibles à défier les puissants quand ils unissent leurs forces. Quam organisa rapidement sa troupe en groupes tactiques. Il divisa les 30 singes en 3 équipes distinctes, chacune avec un rôle spécifique. La première équipe, composée des 10 mâles adultes les plus forts et les plus expérimentés, serait l'équipe d'assaut. Leur mission serait d'approcher directement le baobab, de créer une diversion, et si possible, de détacher des morceaux de viande de la carcasse. Quam lui-même mènerait cette équipe, mettant sa vie en première ligne comme un vrai leader devait le faire. La deuxième équipe, composée de 7 femelles agiles et de quelques adolescents rapides, serait l'équipe de distraction. Leur rôle serait de créer du bruit, de jeter des branches et des fruits, et de maintenir l'attention du léopard divisé. La troisième équipe, dirigée par Amara, incluait les mères avec leurs petits et les membres les plus jeunes de la troupe. Ils resteraient en arrière, prêts à fuir si les choses tournaient mal, mais aussi prêts à émettre des cris d'alarme et à créer de la confusion si nécessaire. La stratégie était claire, mais tous savaient que le danger était immense. Un seul coup de patte de Zubri pouvait briser la colonne vertébrale d'un vervet. Ses crocs pouvaient perforer un crâne comme s'il s'agissait d'une coquille d'œuf. Sa vitesse dans les arbres, bien que légèrement inférieure à celle des singes, était encore suffisante pour les rattraper s'ils commettaient la moindre erreur. Mais Quam avait fait ses calculs. Le léopard était seul, eux étaient 30. Le léopard était repu et lent, eux étaient alertes et rapides. Le léopard devait protéger sa proie tout en les attaquant, ce qui divisait son attention. C'était risqué, mais c'était possible. Lentement, silencieusement, la troupe commença à se déplacer vers le baobab. Ils progressaient de branche en branche, d'arbre en arbre, utilisant la canopée connectée comme un réseau de routes aériennes. Leurs mouvements étaient coordonnés et fluides, résultat de années d'évolution et de pratiques collectives. Chaque singe savait exactement où placer ses mains et ses pieds, comment transférer son poids pour minimiser le bruit, comment communiquer silencieusement avec des regards et des gestes subtils. C'était comme regarder une armée parfaitement entraînée se déplacer en formation de combat. Pendant ce temps, sur sa branche, Zubri ronronnait doucement dans son demi-sommeil. Son estomac plein créait une sensation de bien-être qui engourdissait ses sens habituellement aiguisés. Ses oreilles pivotaient paresseusement, captant les sons normaux de la savane qui s'éveillaient, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes. Rien d'inhabituel. Rien qui méritait son attention. Il était le roi de ce territoire, le prédateur ultime, et rien n'osait le défier ici, dans son sanctuaire aérien. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. À 50 mètres du baobab, Quam fit arrêter la troupe. C'était le moment de la vérité. Il regarda chacun de ses singes dans les yeux, voyant un mélange de peur et de détermination. Juma, le jeune mâle qui avait découvert la carcasse, tremblait légèrement mais maintenait son regard fixe et résolu. Amara, toujours inquiète mais loyale, hocha lentement la tête en signe d'approbation. Les autres attendaient le signal, leurs muscles tendus comme des ressorts prêts à se détendre. Quam prit une profonde respiration, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il savait que cette décision pourrait coûter des vies. Il savait aussi qu'elle pourrait nourrir sa troupe et renforcer leur cohésion comme rien d'autre ne le pourrait. Dans la nature, la survie exigeait parfois de prendre des risques calculés, de défier les odds, de transformer la peur en action. C'était l'essence même de ce que signifiait être un leader. Avec un cri perçant qui déchira le silence du matin, Quam lança l'attaque. Les 30 singes explosèrent en mouvement simultané, créant un chaos organisé qui prenait Ubri complètement par surprise. L'équipe de distraction commença à crier et à hurler, produisant un vacarme assourdissant qui résonnait à travers toute la zone. Ils jetaient des branches mortes, des fruits, des feuilles, créant une pluie de projectiles qui tombaient en direction du baobab. L'équipe d'assaut, menée par Quam, bondissait de branche en branche à une vitesse incroyable, se rapprochant dangereusement du léopard endormi. Zubri se réveilla en sursaut, ses sens explosant soudainement en état d'alerte maximale. Ses yeux s'ouvrirent grands, sa tête se redressa brusquement, et un rugissement de surprise et de colère jaillit de sa gorge. Qu'est-ce qui se passait? Des singes? 30 singes? Attaquant sa proie? C'était du jamais vu. Dans toute son expérience de chasseur, jamais il n'avait été confronté à une telle audace de la part de proie qu'il considérait habituellement comme facile. Son instinct de prédateur se déclencha instantanément, mais il était aussi désorienté par le chaos soudain qui l'entourait. Quam et son équipe d'assaut atteignirent le baobab, grimpant sur les branches inférieures avec une agilité stupéfiante. Il restait juste hors de portée immédiate de Zubri, mais assez près pour représenter une menace réelle pour la carcasse. Zubri se leva sur ses pattes,
son corps massif créant une silhouette intimidante contre le ciel qui s'éclaircissait. Il gronda profondément, un son qui faisait vibrer l'air et qui normalement aurait fait fuir n'importe quel animal sensé. Mais les singes ne fuyaient pas. Au contraire, ils intensifiaient leurs cris et leurs mouvements, créant encore plus de confusion. Le léopard était face à un dilemme tactique. S'il attaquait un singe, les autres pourraient s'emparer de morceaux de sa proie. S'il protégeait la carcasse en restant près d'elle, il se retrouverait encerclé et vulnérable à des attaques de plusieurs directions. Ses instincts de chasseur solitaire ne l'avaient pas préparé à ce type de confrontation collective. Il était conçu pour la chasse furtive, l'embuscade surprise, le combat 1 contre 1. Pas pour gérer une meute organisée d'adversaires coordonnés. Zubri prit une décision rapide. Il bondit vers le singe le plus proche, un mâle adulte nommé Bakari qui faisait partie de l'équipe d'assaut de Quam. Ses muscles se contractèrent et se détendirent en une explosion de puissance féline pure. Ses griffes étaient sorties, prêtes à déchirer, ses mâchoires ouvertes dévoilant des crocs terrifiants. La distance entre lui et Bakari se réduisit en une fraction de seconde. Mais Bakari, anticipant l'attaque grâce aux signaux de Quam, sauta au dernier moment possible, se balançant vers une branche adjacente avec une précision acrobatique qui aurait impressionné n'importe quel observateur. Les griffes de Zubri ne rencontrèrent que l'air vide, et son élan le porta un peu trop loin, le déséquilibrant momentanément. C'était l'opportunité que Quam attendait. Pendant que Zubri était concentré sur Bakari, Quam et 2 autres mâles se précipitèrent vers la carcasse. Leurs mains rapides s'emparèrent de la jambe arrière de l'antilope, tirant avec toute leur force combinée. La carcasse, coincée dans la fourche de la branche, résista d'abord, mais les singes tiraient avec une détermination désespérée. Zubri entendit le mouvement et se retourna brusquement, réalisant avec horreur ce qui se passait. Son précieux repas, le fruit de son travail de chasse et de l'effort titanesque pour le hisser, était en train d'être volé sous son nez. Un rugissement de rage pur explosa de la gorge de Zubri, si fort et si féroce qu'il fit taire momentanément même les singes les plus bruyants. Il se lança vers la carcasse, abandonnant toute tactique pour se concentrer uniquement sur la protection de sa proie. Ses pattes martelèrent l'écorce du baobab, ses griffes s'enfonçant profondément pour lui donner de la traction. Quam vit le léopard approcher à toute vitesse et cria un avertissement. Les 3 singes lâchèrent la carcasse et bondirent dans des directions différentes, échappant de justesse aux coups de patte dévastateurs de Zubri. Mais pendant cette brève période où Zubri était distrait, l'équipe de distraction avait fait son travail. Plusieurs singes avaient ramassé des morceaux de viande qui s'étaient détachés lors des premiers tirages sur la carcasse. Ces morceaux n'étaient pas grands, peut-être 1 ou 2 kg au total, mais c'était néanmoins un succès. De plus, dans la confusion, Juma, le jeune mâle impétueux, avait réussi à arracher une section entière de la cuisse de l'antilope, un morceau qui pesait facilement 3 kg. C'était un exploit remarquable, et Juma le brandissait fièrement tout en sautant vers la sécurité des arbres périphériques. Zubri réalisa rapidement qu'il était en train de perdre non seulement des morceaux de sa proie, mais aussi le contrôle de la situation. Sa colère atteignit un niveau qu'il n'avait jamais connu auparavant. Comment ces créatures insignifiantes osaient-elles le défier ainsi? Comment osait-elle voler ce qui lui appartenait par droit de conquête? Mais malgré sa rage, une partie de son cerveau de prédateur calculait froidement les probabilités. Il était 1 contre 30. Chaque fois qu'il en poursuivait un, les autres s'approchaient de sa proie. Sa force individuelle, aussi impressionnante soit-elle, était inefficace face à la coordination collective de la troupe. Quam, voyant la frustration et la rage de Zubri, prit une décision audacieuse. Au lieu de battre en retraite avec les morceaux déjà volés, il décida de pousser l'avantage. Il émit une série de vocalisations spécifiques qui signalaient une nouvelle vague d'attaque. Les singes, galvanisés par leur succès initial et emportés par l'adrénaline du moment, répondirent avec enthousiasme. Ils resserrèrent leur cercle autour du baobab, créant un anneau mobile de corps agiles et de cris assourdissants qui désorientaient complètement le léopard. Zubri était maintenant dans une position qu'il n'avait jamais imaginée possible. Lui, le prédateur suprême, était effectivement encerclé par ses proies. Son instinct, lui, hurlait de fuir, de préserver sa vie plutôt que de protéger la nourriture. Mais son orgueil de prédateur dominant, son refus d'accepter la défaite face à des créatures qu'il considérait comme inférieures, le maintenait sur place. Il tournait sur lui-même, grondant et frappant dans toutes les directions, essayant désespérément de maintenir les singes à distance tout en protégeant ce qui restait de la carcasse. Mais les singes étaient implacables. Ils avaient goûté au succès, et leur coordination ne faisait que s'améliorer à mesure que la bataille progressait. Ils apprenaient en temps réel, adaptant leur tactique en fonction des réactions de Zubri. Quand ils se concentraient sur un côté, ils attaquaient de l'autre. Quand ils protégeaient la carcasse, ils créaient des diversions qui l'obligeaient à s'éloigner.
C'était comme regarder une danse mortelle où chaque mouvement du léopard était anticipé et contré par le mouvement collectif des singes. Amara, qui dirigeait le groupe de réserve, observait la scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle voyait la brillance tactique de Quam, mais elle voyait aussi les dangers croissants. Zubri était certes désavantagé par le nombre, mais il restait un prédateur mortel. Un seul coup chanceux pourrait tuer ou blesser gravement un membre de la troupe. Elle maintint son groupe en état d'alerte, prête à émettre le signal de retraite totale si la situation dégénérait trop dangereusement. La bataille continua pendant ce qui sembla une éternité mais qui, en réalité, ne dura qu'environ 15 minutes. Pendant ce temps, les singes réussirent à détacher plusieurs autres morceaux de viande de la carcasse. Chaque fois qu'un morceau tombait ou était arraché, un singe l'attrapait et le transportait rapidement vers les arbres de sécurité où Amara et son groupe attendaient. C'était un travail d'équipe remarquable, une démonstration de coordination et de courage qui défiait tout ce que les observateurs de la nature auraient pu imaginer possible. Zubri, épuisé mentalement et physiquement par l'assaut constant, commit finalement l'erreur que Quam attendait. Dans un moment de frustration intense, il s'éloigna trop de la carcasse pour poursuivre un singe particulièrement bruyant qui le narguait depuis une branche basse. C'était le signal que Quam attendait. Il émit un cri perçant spécifique, et 4 de ses mâles les plus forts se précipitèrent simultanément vers la carcasse. Travaillant ensemble avec une synchronisation parfaite, ils tirèrent sur ce qui restait de l'antilope, utilisant leur poids combiné et leur force pour la déloger finalement de son ancrage dans la fourche de la branche. La carcasse tomba, dégringolant de branche en branche dans une cascade de craquements et de chocs sourds, avant de s'écraser finalement sur le sol rocailleux en contrebas. Zubri entendit le bruit et se retourna juste à temps pour voir sa proie tomber. Un rugissement de désespoir et de rage absolue jaillit de sa gorge. Il abandonna immédiatement sa poursuite du singe et se précipita vers le bas de l'arbre, ses griffes crissant sur l'écorce alors qu'il descendait à une vitesse téméraire. Mais les singes étaient prêts pour cela aussi. Alors que Zubri descendait, un groupe de singes déjà positionnés près du sol s'empara de la carcasse tombée. C'était le moment le plus dangereux de toute l'opération. Au sol, les singes perdaient leur avantage de mobilité aérienne. Au sol, Zubri pouvait les attraper et les tuer avec une facilité terrifiante. Mais ils avaient planifié même pour cela. 6 singes travaillèrent ensemble pour soulever la carcasse, qui était maintenant nettement plus légère après avoir perdu plusieurs morceaux, et commencèrent à la traîner vers un tamas de rochers à environ 30 mètres de distance. Zubri atterrit sur le sol avec un impact qui fit trembler la terre. Il se lança immédiatement à la poursuite des singes qui traînaient sa carcasse, ses pattes puissantes le propulsant en avant à une vitesse effrayante. La distance entre le prédateur et ses proies se réduisait rapidement. Les singes au sol poussaient des cris de terreur, sachant que la mort était à quelques secondes derrière eux. Mais c'était exactement ce que Quam avait prévu. Au moment où Zubri était à moins de 5 mètres des singes traînant la carcasse, prêt à bondir pour un massacre certain, une pluie de projectiles tomba sur lui depuis les arbres au-dessus. Des dizaines de branches, de fruits durs, de pierres et même de morceaux d'écorce s'abattirent sur le léopard avec une précision surprenante. Plusieurs projectiles le frappèrent directement sur la tête et le dos, le déséquilibrant momentanément. Ce n'était pas suffisant pour lui faire mal sérieusement. Sa peau épaisse et ses muscles denses le protégeaient, mais c'était suffisant pour le ralentir et le désorienter pendant un instant crucial. Cet instant permit aux 6 singes au sol d'atteindre l'amas de rochers. Ils lâchèrent la carcasse et grimpèrent avec une rapidité désespérée sur les surfaces rocailleuses, utilisant chaque fissure et chaque saillie pour s'élever hors de portée des griffes mortelles de Zubri. Le léopard atteignit les rochers une seconde plus tard, mais les singes étaient déjà en sécurité, dispersés sur différentes faces de la formation rocheuse, certains déjà en train de sauter vers les branches basses des arbres environnants. Zubri s'arrêta brusquement, haletant lourdement, son corps entier tremblant de rage et d'épuisement. Il regarda autour de lui avec des yeux fous, essayant de comprendre comment cette situation catastrophique avait pu se produire. Ce qui restait de sa carcasse d'antilope gisait maintenant au pied des rochers, considérablement diminué. Plus de la moitié de la viande qu'il avait si laborieusement chassée et hissée avait été volée par ces singes audacieux. Il pouvait encore récupérer ce qui restait, mais le goût de la défaite était amer dans sa gueule. Lentement, avec la dignité blessée d'un roi détrôné, Zubri s'approcha de ce qui restait de sa proie. Il la renifla longuement, comme pour confirmer que c'était bien la même antilope qu'il avait capturée la nuit précédente. Puis, avec un grognement résigné, il saisit la carcasse dans ses mâchoires et commença à la traîner vers un autre lieu, un endroit plus caché, plus sûr, où peut-être il pourrait enfin manger en paix. Mais même en s'éloignant, il lançait des regards périodiques vers les arbres où les singes étaient maintenant rassemblés, les observant avec un mélange de haine, de respect involontaire et de confusion totale. Quam observa le léopard s'éloigner, et seulement alors permit à son corps de se détendre. L'adrénaline qui avait alimenté son courage commença à se dissiper, remplacée par une fatigue profonde et un tremblement nerveux.
Il avait réussi. Contre toute attente, contre toutes les lois naturelles que la savane avait écrites depuis des millénaires, il avait mené sa troupe dans une victoire contre l'un des prédateurs les plus dangereux d'Afrique. Ils avaient volé la proie du léopard et survécu pour raconter l'histoire. La troupe de singes se rassembla dans les arbres, et pendant un moment, il y eut un silence étrange. Puis, comme si un barrage se rompait, ils explosèrent en célébration. Des cris de triomphe résonnèrent à travers la canopée, des singes sautaient de branche en branche dans une danse exubérante de victoire. Ils s'étreignaient, se toilettaient mutuellement avec une intensité émotionnelle. Partageaient les morceaux de viande qu'ils avaient réussi à obtenir. Même les jeunes, qui avaient été maintenus à l'arrière pendant la bataille, participaient maintenant à la célébration, nourris par l'excitation contagieuse de leurs aînés. Juma, le jeune mâle qui avait découvert la carcasse et qui avait arraché le plus gros morceau individuel, était traité comme un héros. Les autres singes le touchaient et le toilettaient, reconnaissant son courage et son initiative. Mais Juma, malgré la fierté qu'il ressentait, savait que c'était Kwam qui avait rendu tout cela possible. Sans le leadership du chef, sans sa stratégie brillante et sa capacité à coordonner 30 individus en une force unifiée, cette victoire n'aurait jamais eu lieu. Amara s'approcha de Kwam, et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un respect total et absolu. Elle avait douté de son plan, avait craint pour la sécurité de la troupe, mais il avait prouvé que parfois, les risques calculés valaient la peine d'être pris. Elle émit un son doux de reconnaissance et posa sa main sur son épaule dans un geste de respect mutuel. C'était un moment de connexion profonde entre les deux leaders, une reconnaissance silencieuse que leur collaboration avait sauvé et nourri leur famille étendue. La viande fut partagée équitablement parmi tous les membres de la troupe, avec une attention particulière donnée aux mères avec des petits et aux jeunes en croissance. C'était une démonstration de la cohésion sociale des Vervets, leur capacité à mettre les besoins de la communauté au-dessus des désirs individuels. Chaque singe reçut au moins un petit morceau de viande fraîche, un luxe rare qui serait rappelé dans leur mémoire collective pendant longtemps. Pendant que les singes célébraient et se nourrissaient, Kwam grimpait vers la plus haute branche d'un grand acacia, d'où il pouvait voir loin à travers la savane. Il observa Zubri au loin, maintenant une petite forme tachetée traînant les restes de sa proie vers la sécurité d'un fourré dense. Une partie de Kwam ressentait presque de la sympathie pour le léopard. Après tout, Zubri n'avait fait que ce que la nature lui dictait de faire, chasser pour survivre. Mais la nature dictait aussi aux Vervets de saisir toutes les opportunités de nourriture, même si cela signifiait défier les prédateurs. Ce qui s'était passé ce matin était plus qu'un simple vol de nourriture. C'était une démonstration profonde de quelque chose que les scientifiques humains étudieraient et débattraient pendant des années si jamais ils en étaient témoins. C'était la preuve que l'intelligence collective, la coordination sociale et le courage né de la solidarité pouvaient égaliser les différences de force physique pure. 30 singes, chacun pesant environ 6 kg, avaient réussi à vaincre un prédateur de 90 kg qui était conçu par l'évolution pour être une machine à tuer parfaite. Ce n'était pas seulement une victoire physique, c'était une victoire intellectuelle et sociale. La nouvelle de l'incident se répandit à travers les communautés animales de la réserve de Mkaya de manière mystérieuse mais efficace. Les oiseaux qui avaient observé la bataille depuis le ciel la racontèrent à d'autres oiseaux. Les babouins, cousins plus grands des Vervets, entendirent les histoires et hochèrent la tête avec compréhension, sachant eux-mêmes comment la force collective pouvait intimider même les lions. Les éléphants, avec leur mémoire légendaire, ajoutèrent cette histoire à leur connaissance collective de la dynamique de la savane. Même les autres léopards, quand ils croisèrent Ubri dans les jours suivants, sentirent son odeur changer, une odeur qui portait la marque subtile de l'humiliation et de la défaite. Pour Zubri, les jours qui suivirent furent difficiles. Son orgueil était blessé aussi profondément que si les singes l'avaient physiquement marqué. Il chassait avec moins de confiance, regardait constamment par-dessus son épaule, évitait les zones où il pouvait entendre les vocalisations des Vervets. La défaite l'avait changé d'une manière fondamentale. Il réalisait maintenant que sa force individuelle, aussi impressionnante soit-elle, avait ses limites. Il comprenait que dans la savane, les règles pouvaient changer, que les hiérarchies supposées fixes pouvaient être bouleversées, que même les rois pouvaient être défiés par des sujets suffisamment unis et intelligents. Mais Ubri était aussi un survivant. Après plusieurs jours de rumination et de chasse médiocre, il commença à adapter son comportement. Il devint plus vigilant, plus conscient de son environnement. Il choisit ses sites de repos plus soigneusement, préférant les arbres avec moins de branches accessibles ou les zones rocheuses où il pouvait surveiller les approches. Il apprit, comme tous les animaux intelligents doivent apprendre, à respecter même les adversaires apparemment faibles. La leçon était dure, mais elle le rendrait finalement un prédateur plus complet, plus conscient de la complexité du monde naturel. Les semaines passèrent, et la vie dans la réserve de Mkaya reprit ses rythmes habituels. Les pluies arrivèrent, transformant la savane sèche en un tapis vers luxuriant. Les herbivores prospérèrent avec l'abondance de nourriture fraîche,
et les prédateurs suivirent, leur chasse facilitée par les proies bien nourries et moins vigilantes. Mais pour la troupe de Quam et pour Zubri, quelque chose avait fondamentalement changé. Une nouvelle dynamique avait été établie, un nouveau respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Un matin, environ un mois après l'incident, Quam et quelques membres de sa troupe étaient en train de se nourrir dans un bosquet de figuiers. Soudain, Amara émit le cri d'alarme spécifique qui signalait un léopard. La troupe se figea instantanément, tous les yeux scrutant la végétation environnante. Puis Quam le vit, Zubri, émergeant lentement des hautes herbes à environ 50 mètres de distance. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment qui sembla suspendu dans le temps, prédateurs et proie se reconnurent mutuellement. Mais quelque chose était différent cette fois. Zubri ne montrait pas la posture de chasse typique, le corps aplati, les muscles tendus prêts à bondir. Au contraire, il était debout, visible, presque comme s'il voulait être vu. Et dans ses yeux ambrés, Quam vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez un léopard. Une reconnaissance, un respect, peut-être même une sorte de communication silencieuse qui disait « je me souviens ». Je n'oublie pas. Mais aujourd'hui, je passe simplement. Zubri détourna lentement son regard et continua son chemin, s'éloignant du bosquet de figuiers sans faire aucune tentative d'approche. La troupe de Vervet le regarda partir, leurs cris d'alarme se transformant progressivement en vocalisations de confusion et de soulagement. Quam resta silencieux, observant la forme tachetée du léopard disparaître dans la végétation. Il comprenait qu'ils avaient atteint une sorte de compréhension mutuelle, un équilibre nouveau dans leur relation prédateur-proie. Zubri les respectait maintenant, et ce respect avait créé une distance qui n'existait pas auparavant. Ce n'était pas que Zubri ne chasserait plus jamais de Vervet. La nature ne fonctionne pas ainsi. Les prédateurs doivent chasser pour survivre, et les Vervets faisaient partie de leur régime alimentaire naturel. Mais, désormais, quand Zubri chasserait des Vervets, ce serait avec une conscience différente, une reconnaissance de leur intelligence et de leur capacité à se défendre collectivement. Il choisirait ces moments plus soigneusement, ciblerait les individus isolés plutôt que de risquer une confrontation avec la troupe entière. La dynamique de pouvoir avait subtilement changé. Pour la troupe de Quam, la victoire contre Zubri devint une histoire fondatrice, un récit qui serait transmis aux jeunes générations à travers les comportements et les vocalisations. Les jeunes Vervets qui n'avaient pas été présents lors de l'incident entendraient les récits à travers les interactions sociales, observeraient comment les adultes réagissaient différemment quand ils voyaient Zubri par rapport aux autres léopards. L'histoire s'inscrivait dans la mémoire collective de la troupe, devenant partie de leur culture et de leur identité. Juma, le jeune mâle qui avait découvert la carcasse, grandit pour devenir l'un des mâles les plus respectés de la troupe. Son courage lors de cette journée mémorable avait marqué le début de son ascension dans la hiérarchie sociale. Il apprenait sous la tutelle de Quam, absorbant non seulement les compétences de survie physique, mais aussi les leçons plus subtiles de leadership et de prise de décision stratégique. Un jour, il deviendrait probablement chef de sa propre troupe, et il emporterait avec lui les leçons apprises ce matin où ils avaient défié l'impossible. Amara, toujours la voix de la prudence et de la sagesse, trouvait un nouvel équilibre entre son instinct protecteur et sa compréhension que parfois, les risques calculés étaient nécessaires pour la survie et la prospérité de la troupe. Elle continuait à conseiller Quam, mais avec une confiance renouvelée en son jugement. Leur partenariat de leadership devenait encore plus fort, un exemple de la façon dont différentes perspectives peuvent se compléter pour créer une prise de décision plus équilibrée et efficace. Les autres troupes de Vervet dans la région entendirent parler de l'exploit de la troupe de Quam à travers les réseaux sociaux complexes qui connectaient les différentes communautés de primates. Certains jeunes mâles d'autres troupes cherchèrent à rejoindre celle de Quam, attirés par sa réputation de leader audacieux et efficace. Cela renforça la troupe, ajoutant de nouveaux gènes et de nouvelles perspectives à leur communauté. La diversité génétique et culturelle qui en résulta ne ferait que renforcer leur résilience à long terme. Pendant ce temps, dans son territoire, Zubri continuait sa vie de prédateur solitaire, mais avec une nouvelle sagesse. Il évitait maintenant les confrontations inutiles, choisissait ses batailles plus judicieusement, et développait une appréciation plus profonde pour la complexité des dynamiques sociales dans la savane. Il observait d'autres animaux avec un œil nouveau, remarquant les patterns de coopération chez les buffles, l'intelligence collective des éléphants, les stratégies de chasse coordonnées des lionnes. La nature, il réalisait, était bien plus complexe et sophistiquée qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une saison particulièrement sèche arriva, testant tous les habitants de la réserve de Mkaya. Les points d'eau se tarirent un par un, forçant les animaux à se concentrer autour des quelques sources restantes. C'était un moment de grande tension, où les interactions entre prédateurs et proies devenaient plus fréquentes et plus dangereuses. La nourriture devenait rare, et la compétition pour les ressources s'intensifiait. C'était pendant cette période difficile que la vraie valeur de ce qui s'était passé entre Quam et Zubri allait être testée. Un après-midi particulièrement chaud, alors que le soleil martelait la savane sans pitié,
Quam mena sa troupe vers l'un des derniers points d'eau fonctionnels. Ils approchaient prudemment, sachant que c'était un endroit où les prédateurs avaient tendance à attendre en embuscade. C'est alors qu'ils virent Ubri, allongé à l'ombre d'un acacia près du point d'eau, visiblement épuisé par la chaleur et probablement attendant qu'une proie vienne boire. Normalement, la présence d'un léopard près d'un point d'eau aurait forcé les vervets à attendre pendant des heures, risquant la déshydratation jusqu'à ce que le prédateur parte. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Quam émit une série de vocalisations spécifiques, pas des cris d'alarme, mais plutôt des sons qui ressemblaient à une forme de communication intentionnelle. Zubri leva la tête, ses oreilles pivotant vers les singes. Leurs regards se rencontrèrent à nouveau, et dans cet échange silencieux, une compréhension tacite sembla passer entre eux. Lentement, délibérément, Quam commença à descendre vers le point d'eau, suivi par quelques membres de sa troupe. Il ne s'approchait pas directement de Zubri, maintenant une distance respectueuse d'environ 20 mètres. Il se déplaçait de manière visible, sans les mouvements furtifs d'animaux essayant de se cacher. C'était presque comme s'il disait « Nous sommes ici. Nous avons besoin d'eau. Nous ne cherchons pas de conflit. » Zubri les observa approcher, et pendant un long moment, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Son instinct de prédateur lui disait d'attaquer, de saisir cette opportunité. Mais sa mémoire récente, son expérience de défaite et la leçon apprise sur la force collective, lui disaient quelque chose de différent. Il était seul. Ils étaient nombreux. Et dans la chaleur épuisante de cette sécheresse, même un léopard puissant devait choisir ses batailles avec soin. Zubri se leva lentement, s'étira de manière démonstrative, puis, d'une démarche délibérée, s'éloigna du point d'eau. Il ne courait pas, ne montrait aucun signe de peur ou de soumission. C'était plutôt un choix conscient, une décision de permettre aux vervets d'accéder à l'eau sans conflit. Il s'installa à environ 50 mètres de distance, toujours à l'ombre, d'où il pouvait observer mais sans représenter une menace immédiate. Les vervets burent rapidement mais avec ordre, maintenant toujours une vigilance. Ils ne prenaient pas cette permission pour acquise, sachant que la nature pouvait être imprévisible. Mais le fait que Zubri avait choisi de s'éloigner plutôt que d'attaquer était significatif. C'était une reconnaissance de la nouvelle réalité de leur relation, un respect mutuel né d'une confrontation mémorable. Une fois désaltérés, les vervets se retirèrent rapidement dans les arbres, émettant des vocalisations qui n'étaient ni des cris d'alarme ni des chants de victoire, mais quelque chose entre les deux, peut-être une forme de reconnaissance ou de remerciement. Cet incident au point d'eau fut observé par d'autres animaux et devint à son tour partie du folklore de la réserve. Les babouins en discutèrent entre eux, hochant la tête avec une compréhension de primates. Les éléphants, avec leur intelligence profonde, reconnurent que quelque chose d'inhabituel se développait dans les dynamiques sociales de cette région particulière de la savane. Même les humains, les rangers et les chercheurs qui travaillaient dans la réserve, commencèrent à remarquer des patterns inhabituels dans les interactions entre la troupe de Quam et Zubri le léopard. Un jeune chercheur en primatologie nommé Dr Nonsa Dlamini, qui étudiait les vervets de Mkaya depuis plusieurs années, fut particulièrement fasciné. Elle avait documenté l'incident initial du vol de la carcasse à travers des observations indirectes et des traces laissées sur la scène. Maintenant, elle observait avec des jumelles les interactions continues entre cette troupe spécifique de vervets et ce léopard particulier. Ce qu'elle voyait défiait une grande partie de la compréhension conventionnelle des relations prédateur-proie. Elle commença à prendre des notes détaillées, réalisant qu'elle pourrait être témoin de quelque chose de scientifiquement significatif. Dans ses journaux de recherche, Dr Dlamini écrivit « Ce qui se déroule devant mes yeux semble être une forme d'apprentissage mutuel et d'adaptation comportementale qui va au-delà des patterns typiques de prédation-évitement. Le léopard mâle, que les rangers appellent Ubri, semble avoir développé une reconnaissance cognitive de la capacité défensive collective de cette troupe particulière de vervets. De même, les vervets, sous le leadership de leur mâle alpha remarquablement intelligent, ont développé une confiance calculée basée sur leur victoire précédente. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme de suggérer qu'une forme de respect mutuel s'est développée. C'est plutôt une reconnaissance de la complexité cognitive et sociale qui existe chez ces espèces. Les mois continuèrent à passer, et la relation entre la troupe de Quam et Zubri continuait à évoluer de manière subtile. Il y eut d'autres rencontres, d'autres moments de tension et de résolution pacifique. Il y eut aussi des moments où les règles naturelles prévalaient. Zubri réussit à capturer un vervet isolé d'une troupe différente. Un rappel brutal que malgré les compréhensions et les respects mutuels, la nature restait fondamentalement un système basé sur la prédation et la survie. Mais même ces incidents servaient à renforcer les leçons apprises par tous les participants. Pour Quam, le leadership continuait à apporter de nouveaux défis et de nouvelles leçons. Il dut gérer des conflits internes dans la troupe, arbitrer des disputes entre membres, protéger son groupe non seulement des prédateurs mais aussi des maladies, des accidents et des effets du changement climatique qui affectaient de plus en plus même les réserves protégées.
Mais la confiance et le respect qu'il avait gagné à travers l'incident avec Zubri lui donnaient une autorité morale qui facilitait son leadership. Les membres de sa troupe savaient qu'il était capable de prendre des décisions audacieuses mais calculées, qu'il mettait le bien-être de la communauté avant son propre intérêt, et qu'il avait prouvé que même face aux plus grands défis, la victoire était possible. La victoire contre Zubri avait également des effets psychologiques profonds sur la troupe. Les jeunes vervets grandissaient avec une confiance accrue, sachant qu'ils faisaient partie d'un groupe qui avait accompli l'impossible. Cette confiance se traduisait par une exploration plus audacieuse de leur environnement, une plus grande volonté d'essayer de nouvelles sources de nourriture, et une résilience accrue face aux menaces. La culture de la troupe changeait subtilement mais significativement, devenant plus audacieuse tout en restant prudente, plus confiante tout en restant respectueuse des dangers réels de la savane. Zubri, de son côté, continuait sa vie solitaire mais avec une perspective élargie. Il ne voyait plus les vervets comme de simples proies faciles, mais comme des adversaires potentiellement dangereux qui méritaient du respect et de la prudence. Cette nouvelle perspective l'aidait en fait à devenir un chasseur plus efficace avec d'autres espèces. En apprenant à respecter l'intelligence collective des vervets, il développait une appréciation plus profonde pour les comportements complexes de toutes ses proies, ce qui améliorait ses stratégies de chasse. Paradoxalement, la défaite contre les vervets le rendait finalement un prédateur plus complet et plus adaptatif. Les saisons continuaient leur cycle éternel. Les pluies venaient et partaient, les sécheresses testaient la résilience de tous les habitants de la savane, les naissances apportaient de nouveaux membres aux communautés animales, et les morts rappelaient la fragilité de la vie. À travers tout cela, la troupe de Quam prospérait, maintenant l'une des plus grandes et des plus saines populations de vervets dans toute la réserve de Mkaya. Leur succès attirait l'attention non seulement des chercheurs comme Dr Dlamini, mais aussi des écotouristes qui venaient spécifiquement pour observer cette troupe remarquable, et s'ils avaient de la chance, apercevoir le léopard légendaire avec qui ils partageaient un territoire et une histoire. Un jour, environ 2 ans après l'incident initial, Quam était assis seul sur une haute branche au crépuscule, regardant le soleil se coucher sur la savane. Le ciel était peint de couleurs spectaculaires, des oranges flamboyants, des roses doux, des pourpres profonds, le tout se fondant dans le bleu sombre grandissant de la nuit approchante. C'était un de ces moments de paix parfaite que la nature offrait parfois, un moment où toutes les créatures semblaient faire une pause dans leur lutte quotidienne pour simplement exister dans la beauté du monde. Dans le lointain, Quam aperçut une forme familière, Zubri, silhouetté contre le ciel enflammé, se déplaçant gracieusement sur une crête rocheuse. Le léopard s'arrêta un moment, comme s'il sentait qu'il était observé. Il tourna la tête dans la direction de Quam, et même à cette distance, leurs regards semblèrent se connecter une fois de plus. Il n'y avait ni hostilité ni peur dans cet échange, juste une reconnaissance mutuelle, une compréhension que leur vie était entrelacée de manière unique dans le grand tapisserie de la savane. Alors que l'obscurité tombait et que les étoiles commençaient à apparaître une par une dans le ciel, Quam émit un doux appel vocal qui rassembla sa troupe pour la nuit. Ils se regroupèrent dans leurs arbres de sommeil préférés, se blottissant les uns contre les autres pour la chaleur et le réconfort, se préparant pour les dangers et les opportunités que le lendemain apporterait inévitablement. Mais ils dormiraient bien cette nuit, protégés non seulement par leur vigilance collective, mais aussi par la réputation qu'ils avaient gagnée, la réputation d'une troupe qui avait osé défier un léopard et avait gagné. Et quelque part dans l'obscurité croissante, Zubri se préparait également pour la chasse nocturne. Il choisissait son territoire soigneusement, sélectionnant des zones où les proies seraient abondantes, mais où il ne risquerait pas de rencontrer la troupe de Quam. Ce n'était pas de la peur qui guidait ce choix, mais du respect et de la prudence, les vertus d'un prédateur qui avait appris que la sagesse venait souvent à travers l'adversité et la défaite. Les deux histoires, celle de Quam et celle de Zubri, continuaient à se dérouler parallèlement, se croisant occasionnellement, s'influençant mutuellement de manière subtile et profonde. Elles n'étaient pas des histoires d'amitié au sens anthropomorphique du terme, la nature ne fonctionne pas ainsi. Mais elles étaient des histoires d'adaptation, d'apprentissage, de respect mutuel nées de la confrontation directe. Elles étaient des histoires qui démontraient que même dans le monde brutal de la survie, où manger ou être mangé était la règle fondamentale, il y avait de la place pour la complexité, pour la nuance, pour des relations qui défient les catégorisations simples. Dr Dlamini continua ses observations pendant plusieurs années, documentant méticuleusement les interactions entre les vervets et les léopards dans cette région de Mkaya. Ces recherches conduiraient éventuellement à plusieurs publications dans des journaux scientifiques prestigieux, contribuant à une compréhension plus profonde de la cognition sociale chez les primates et de la plasticité comportementale chez les grands félins. Mais au-delà des contributions académiques, elle savait qu'elle avait été témoin de quelque chose de plus précieux. Un aperçu rare de la complexité et de l'adaptabilité de la vie sauvage, une démonstration que la nature était capable de surprises qui défiaient même les théories les mieux établies. Les rangers de la réserve, qui patrouillaient quotidiennement dans Mkaya pour protéger les animaux contre le braconnage et surveiller la santé des écosystèmes, commencèrent aussi à raconter l'histoire de Quam et Zubri. Elle devint partie du folklore local, une histoire que les guides touristiques racontaient aux visiteurs autour des feux de camp le soir.
Les détails étaient parfois embellis, comme toutes les histoires orales ont tendance à l'être, mais le cœur du récit restait fidèle. Une troupe de singes avait osé défier un léopard, et dans ce défi, avait changé non seulement leur propre destin, mais aussi la dynamique de toute une région de la savane. Pour les villageois qui vivaient près des frontières de la réserve, l'histoire avait également une résonance profonde. Dans leur propre communauté, ils faisaient face à de nombreux défis, la pauvreté, les difficultés climatiques, l'accès limité aux ressources. L'histoire des Vervets qui s'unissaient pour défier un prédateur plus puissant résonnait avec leur propre lutte. Elle leur rappelait que la force collective, l'unité et le courage pouvaient surmonter même les obstacles les plus intimidants. Les anciens du village commencèrent à utiliser l'histoire comme une parabole, enseignant aux jeunes générations la valeur de la coopération et de la solidarité communautaire. Les années passèrent, et la troupe de Quam continua de prospérer. Quam lui-même vieillissait, ses mouvements devenant légèrement moins agiles, son pelage grisonnant légèrement autour du museau. Mais son esprit restait vif, et son autorité dans la troupe demeurait incontestée. Il avait maintenant formé toute une génération de jeunes Vervets qui avaient grandi en entendant l'histoire de la confrontation avec Zubri, qui avait appris les leçons de courage calculé et de coopération stratégique que cette journée mémorable avait enseignées. Juma, le jeune mâle qui avait découvert la carcasse et participé si vaillamment à l'assaut, était maintenant devenu un mâle adulte respecté. Il avait même formé sa propre sous-troupe de quelques individus, tout en maintenant des liens étroits avec la troupe principale de Quam. Juma portait avec lui les leçons apprises ce jour-là, et il les transmettait à son tour aux plus jeunes. Le cycle de transmission de connaissances et de culture continuait, perpétuant l'héritage de ce moment extraordinaire. Amara, la femelle sage qui avait été la seconde en commandement de Quam pendant tant d'années, était maintenant une matriarche vénérée. Ses propres filles et petits-filles formaient le cœur social de la troupe, maintenant les liens de parenté et d'affection qui donnaient à la communauté sa cohésion et sa force. Elle se souvenait de ce matin où elle avait douté du plan de Quam, et elle se rappelait aussi comment cette audace avait finalement prouvé sa valeur. Cette mémoire l'avait rendue plus ouverte aux idées nouvelles, plus disposée à soutenir les initiatives audacieuses quand elles étaient bien pensées. Zubri aussi avait vieilli. À presque 10 ans maintenant, il approchait de la fin de son règne en tant que léopard mâle dominant sur ce territoire. Bientôt, de jeunes mâles plus forts le défieraient, et il devrait soit les vaincre, soit accepter de se retirer vers des territoires moins désirables. Mais en regardant en arrière sur sa vie, l'incident avec les Vervets restait l'un des événements les plus significatifs, une leçon profonde qui avait transformé sa compréhension du monde naturel. Il avait appris que la force seule n'était pas suffisante, que l'intelligence et la coopération pouvaient égaliser les avantages physiques, et que même les prédateurs devaient rester humbles face à la complexité de la vie. Un matin particulièrement beau, environ 3 ans après l'incident original, le destin voulut que Quam et Zubri se retrouvent face à face une dernière fois d'une manière significative. C'était près du même baobab où tout avait commencé, maintenant marqué par le passage du temps, ses branches légèrement plus nues à cause d'une sécheresse récente. Quam était seul, ayant volontairement pris de l'avance sur sa troupe pour explorer une nouvelle zone de nourriture potentielle. C'était un comportement risqué, quelque chose que le Quam plus jeune n'aurait jamais fait, mais l'âge apportait parfois un mélange de sagesse et de témérité. Zubri émergea des ombres, aussi silencieux et gracieux qu'il l'avait toujours été, bien que ses mouvements portaient maintenant une trace de raideur arthritique. Les deux animaux se figèrent, se regardant à travers l'espace de peut-être 15 mètres. Le soleil matinal filtrait à travers les branches, créant des motifs de lumière et d'ombre qui dansaient sur leur corps. C'était un moment chargé de possibilités. Zubri était encore capable de tuer Quam s'il choisissait d'attaquer. Quam était seul, sans la protection de sa troupe, vulnérable d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Mais quelque chose passa entre eux dans ce regard, quelque chose que les scientifiques auraient du mal à quantifier ou expliquer, mais que tout observateur intuitif aurait reconnu, une reconnaissance mutuelle de leur histoire partagée, un respect pour le chemin que chacun avait parcouru, une compréhension que leur vie avait été entrelacée d'une manière unique qui transcendait les catégories simples de prédateurs et proies. Zubri fit le premier mouvement. Il tourna lentement la tête, brisant le contact visuel, puis commença à s'éloigner avec une dignité tranquille. Il ne fuyait pas, ne montrait aucun signe de faiblesse. C'était un choix délibéré, un dernier geste de respect envers cet adversaire remarquable qui avait enseigné au léopard l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Quam observa Zubri partir, et dans sa poitrine, il ressentit un mélange complexe d'émotions, du soulagement certainement, mais aussi quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude, une reconnaissance que Zubri aurait pu le tuer mais avait choisi de ne pas le faire. Alors que Zubri disparaissait dans la végétation, Quam émit un appel vocal doux qui ramena sa troupe vers lui. Ils arrivèrent rapidement, inquiets de l'avoir trouvé seul, le toilettant avec affection et émettant des vocalisations de réconfort. Quam les rassura, les guidant vers la nouvelle source de nourriture qu'il avait trouvée. Mais pendant le reste de cette journée, il resta inhabituellement silencieux, perdu dans des pensées que seul un Vervet vieillissant qui avait vécu une vie extraordinaire pouvait avoir.
Cette rencontre finale entre Quam et Zubri ne fut jamais documentée par Dr. Dlamini ou tout autre observateur humain. Elle resta un moment privé entre deux êtres qui avaient partagé une histoire remarquable. Mais de telles rencontres, ces moments de grâce et de compréhension mutuelle qui se produisent loin des regards humains, sont peut-être ce qui donne à la nature sa véritable profondeur et sa beauté. Elles nous rappellent que le monde naturel est infiniment plus complexe, plus riche en nuances et en possibilités que nos théories ne peuvent jamais pleinement capturer. Les mois continuèrent à passer, et finalement, comme c'est la loi de la nature, vint le temps où les chemins de Quam et de Zubri devaient se séparer définitivement. Zubri, après avoir perdu une confrontation territoriale avec un jeune mâle plus fort, se retira vers les zones montagneuses en bordure de la réserve. Il y vivrait ses dernières années en relative paix, un vieux guerrier qui avait gagné le droit de finir ses jours dans la dignité. Il mourait finalement dans son sommeil sous un affleurement rocheux, son corps retournant à la terre qu'il avait dominée pendant tant d'années. Quam continua de diriger sa troupe pendant encore 2 ans après la dernière rencontre avec Zubri. Il vit la naissance de nombreux petits, supervisa l'expansion du territoire de sa troupe et transmit ses connaissances et sa sagesse à la nouvelle génération. Quand il sentit finalement son corps commencer à faiblir sérieusement, il fit quelque chose de remarquable. Il organisa délibérément une transition de pouvoir en faveur de Juma, le reconnaissant publiquement comme son successeur en permettant au jeune mâle de résoudre les conflits et de prendre les décisions importantes pendant que lui-même restait visible mais en retrait. Quand Quam mourut, entouré de plusieurs membres de sa troupe qui restèrent avec lui pendant ces dernières heures, c'était avec la satisfaction d'avoir vécu une vie pleine et significative. Il avait protégé sa troupe, assuré sa survie et sa prospérité, et laissé derrière lui un héritage de courage, d'intelligence et de coopération qui continuerait à influencer les générations futures de Vervet dans la réserve de Mkaya. Juma, devenu le nouveau chef, porta cet héritage avec fierté et responsabilité. Il racontait souvent l'histoire de la confrontation avec Zubri aux jeunes de la troupe, maintenant la mémoire vivante de ce jour extraordinaire. L'histoire évoluait légèrement avec chaque narration, comme toutes les histoires orales le font, mais son essence restait pure. Face à un danger apparemment insurmontable, l'unité et le courage pouvaient triompher. C'était une leçon qui transcendait les espèces, qui parlait à quelque chose de fondamental dans la nature de la vie sociale et de la survie collective. Dr. Dlamini, maintenant professeur dans une université prestigieuse, continua à revenir à Mkaya chaque année pour poursuivre ses observations. Elle avait documenté la transition de leadership de Quam à Juma, notant comment les comportements culturels et les stratégies tactiques développées durant l'ère de Quam continuaient à se transmettre. Ces recherches contribuaient à un corpus croissant de littérature scientifique sur la transmission culturelle chez les primates non humains, sur l'intelligence collective et sur la complexité des relations prédateur-proie. Mais au-delà des contributions académiques, ce qui s'était passé entre 30 singes et un léopard dans la réserve de Mkaya avait une signification plus profonde et plus universelle. C'était une démonstration vivante que la nature n'est pas simplement une arène brutale de compétition sans merci, bien qu'elle soit certainement cela aussi. C'est aussi un théâtre d'adaptation, d'apprentissage, de relations complexes qui défient les catégorisations simples. C'est un monde où l'intelligence peut compenser la force, où la coopération peut triompher de l'individualisme, où même les adversaires peuvent développer des formes de respect mutuel. Pour les humains qui entendirent cette histoire, que ce soit à travers les publications scientifiques de Dr. Dlamini, les récits des rangers et des guides touristiques, ou les histoires des villageois locaux, elle offrait des leçons précieuses. Dans un monde de plus en plus divisé, où les conflits semblent souvent insurmontables et où les puissants dominent les faibles avec une régularité déprimante, l'histoire de Quam et de sa troupe offrait un message d'espoir. Elle démontrait que la solidarité peut surmonter la disproportion de pouvoir, que l'intelligence stratégique peut compenser le désavantage physique, et que même dans les circonstances les plus dangereuses, le courage collectif peut ouvrir des chemins vers le succès qui semblaient impossibles. Pour les écologistes et les conservationnistes, l'histoire soulignait également l'importance de protéger non seulement les espèces individuelles, mais aussi les relations complexes et les dynamiques sociales qui se développent entre elles. Chaque écosystème est un réseau entrelacé d'interactions, de compétition, de coopération et d'apprentissage mutuel. Perturber ce réseau, que ce soit par la destruction de l'habitat, le changement climatique ou l'interférence humaine directe, ne menace pas seulement les espèces individuelles, mais aussi la richesse des relations et des cultures qui se sont développées sur des millénaires. La réserve de Mkaya elle-même devint un symbole de ce que la conservation réussie pouvait accomplir. En protégeant cet espace, en permettant aux animaux de vivre leur vie selon leurs propres termes, les humains créaient un sanctuaire où de telles histoires extraordinaires pouvaient se dérouler. Les visiteurs qui venaient maintenant à Mkaya ne venaient pas seulement pour voir des animaux. Ils venaient pour être témoins de la complexité et de la beauté de la vie sauvage authentique, pour se connecter avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, pour être rappelés de leur propre place dans le grand tissu de la vie sur Terre. Les années continuèrent à passer, et de nouvelles générations de vervets et de léopards occupèrent le territoire où l'histoire de Quam et Zubri s'était déroulée. Aucun d'entre eux n'avait de souvenir direct des événements qui s'étaient produits, mais l'héritage persistait de manière subtile.
Les vervets de cette région restaient plus audacieux, plus disposés à prendre des risques calculés quand la récompense le justifiait. Les léopards qui chassaient dans ce territoire apprenaient rapidement à respecter les troupes de vervets organisées, choisissant leur moment de chasse plus soigneusement. Un jeune vervet mâle nommé Kofi, arrière-petit-fils de Kwam, grandit en entendant les histoires du grand chef qui avait défié un léopard. Ces histoires façonnèrent son caractère, lui donnant confiance et audace tout en lui enseignant l'importance de la stratégie et de la prudence. Quand Kofi devint assez âgé pour former sa propre troupe, il porta avec lui les leçons transmises à travers les générations, adaptant les anciennes sagesses aux nouveaux défis de son époque. De même, une jeune femelle léopard nommée Zara, qui occupait maintenant une partie du territoire autrefois contrôlé par Zubri, apprenait à travers ses interactions avec les vervets locaux que ces primates n'étaient pas des proies faciles. Elle développait ses propres stratégies de chasse, respectant l'intelligence collective des singes tout en trouvant des moyens de capturer des individus isolés ou inattentifs. Elle ne connaissait pas Zubri, ne savait rien de son histoire, mais elle bénéficiait néanmoins des leçons que la confrontation ancienne avait gravées dans les comportements des animaux de cette région. Le baobab où tout avait commencé se tenait toujours, maintenant plus ancien et plus majestueux. Ses branches portaient les marques de innombrables animaux qu'il avait grimpés au fil des ans. Si les arbres pouvaient parler, ce baobab aurait une histoire extraordinaire à raconter, une histoire de courage, de défi, de respect mutuel et de l'incroyable complexité de la vie dans la savane africaine. Au crépuscule, quand les ombres s'allongeaient et que le ciel s'enflammait de couleurs, le baobab se tenait comme un monument silencieux aux événements qui s'étaient déroulés dans ses branches. Les oiseaux se perchaient pour la nuit, les insectes bourdonnaient autour de son tronc massif, et quelque part dans les branches environnantes, des vervets se préparaient pour le sommeil, ignorant de l'histoire remarquable qui avait été écrite par leurs ancêtres dans ce lieu même. Et si on écoutait très attentivement, si on accordait son cœur au rythme de la savane, on pouvait presque entendre les échos de cette journée mémorable. Les cris de 30 singes défiant l'impossible, les rugissements d'un léopard confronté à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et sous-jacent à tout cela, la leçon éternelle que la nature continue à enseigner à ceux qui sont disposés à écouter, que la vie est à la fois brutale et belle, que la survie exige à la fois la force et la sagesse, et que même dans le monde sauvage, il y a de la place pour le courage, l'adaptation et le respect mutuel. L'histoire de 30 singes contre un léopard n'était pas simplement une anecdote curieuse de la vie sauvage. C'était une parabole sur le pouvoir de la coopération, une démonstration de l'importance de l'intelligence collective, et un rappel que même face aux adversaires les plus redoutables, l'unité et le courage peuvent ouvrir des chemins vers la victoire. C'était une histoire qui résonnait à travers les espèces et les cultures, parlant à quelque chose de fondamental dans l'expérience de la vie elle-même. Pour tous ceux qui entendirent cette histoire, qu'ils soient vervets transmettant des connaissances à leurs petits, scientifiques documentant des comportements remarquables, villageois cherchant l'inspiration dans leur propre lutte, ou simplement des êtres humains cherchant à comprendre la complexité du monde naturel, le message était clair et puissant. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ceux qui sont unis par un but commun. Ne présumez jamais que la force physique seule détermine le résultat d'un conflit. Et n'oubliez jamais que même dans les circonstances les plus intimidantes, le courage et l'intelligence peuvent tracer un chemin vers le succès. Alors que le soleil se couchait sur la réserve de Mkaya pour une autre nuit, jetant de longues ombres dorées à travers la savane, la vie continuait dans son cycle éternel. Les prédateurs chassaient, les proies évitaient, les jeunes grandissaient, les anciens transmettaient leur sagesse, et quelque part dans cet équilibre complexe et dynamique, l'esprit de ce qui s'était passé entre Kwam et Zubri vivait encore, inspirant de nouvelles générations à être audacieuses, à être sages, et à se rappeler qu'ensemble, même les plus faibles peuvent défier les plus forts et émerger victorieux. C'est cette leçon, peut-être plus que toute autre, que la nature nous offre à travers des histoires comme celle-ci. Dans un monde qui valorise souvent la force individuelle au-dessus de tout le reste, qui célèbre les prédateurs et oublie l'ingéniosité de leur proie, l'histoire de 30 singes contre un léopard nous rappelle une vérité fondamentale. La vraie force ne réside pas dans les muscles ou les griffes, mais dans la capacité à s'adapter, à coopérer, à apprendre, et à transformer même la défaite apparente en opportunité de croissance et de changement. Et ainsi, sous le ciel étoilé de la savane africaine, l'héritage de cette confrontation extraordinaire continuait à vivre, transmis de génération en génération, une histoire de courage contre l'adversité, d'intelligence triomphant sur la force brute, et de respect mutuel né de la confrontation honnête. C'était une histoire qui appartenait maintenant non seulement aux vervets et aux léopards de Mkaya, mais à tous ceux qui cherchaient inspiration et sagesse dans les leçons profondes que la nature offre si généreusement à ceux qui sont disposés à observer, à écouter et à apprendre. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie. Car dans ces histoires de la savane, nous trouvons non seulement le reflet de la nature sauvage, mais aussi le miroir de nos propres luttes, de nos propres triomphes, et de l'incroyable potentiel qui existe quand nous choisissons de nous unir face à l'adversité.